Oui, certains métaux lourds sont considérés comme des perturbateurs endocriniens. Alors le premier, c'est le plomb. Le plomb, le deuxième, c'est l'arsenic, et le troisième, c'est le titane. L'exemple caricatural est celui des nanoparticules de dioxyde de titane, dont on sait qu'elles altèrent l'équilibre endocrinien. Pour le plomb et l'arsenic, ce sont des perturbateurs de l'équilibre endocrinien, à la fois sur la thyroïde et sur les gonades. Donc, réponse oui, les métaux lourds sont des perturbateurs endocriniens qui doivent être considérés comme tels. Alors, je vais prendre au fond le développement et l'impact dans leur ontologie. Premier impact, le fœtus. Donc, il faut informer la femme enceinte. Dès qu'elle a la notion, dès qu'elle est fécondée, bon ça c'est difficile de le savoir, mais dans les jours qui suivent, dès qu'elle a la certitude d'être enceinte, il y a, je dirais, les 10 commandements pour la femme enceinte. Ces 10 commandements, je les ai écrits. Donc, il faut, premièrement, que la nutrition de la femme enceinte soit exclusivement biologique. Deuxièmement, il faut éviter toute utilisation de plats congelés. Troisièmement, il faut réduire, sinon abolir, l'utilisation de fours à micro-ondes. Pourquoi? Parce que les contenants sont en phtalate et les surfactants sont en bisphénol A. Et donc, au micro-ondes, vous allez libérer des concentrations considérables de perturbateurs endocriniens. Quatrièmement, il faut éviter l'utilisation des cosmétiques. Il y a eu un travail l'an dernier qui montrait que 80% des femmes enceintes continuaient à utiliser une trentaine de cosmétiques. 30. Bon, donc il y a un problème à travers les cosmétiques. Quatrièmement, il faut que la femme enceinte arrête d'utiliser des produits ménagers réguliers. Il faut qu'elle les substitue par des produits bio. Sixièmement, il faut arrêter, comme c'est l'usage dans 100% des familles, de repeindre la chambre du bébé. Huitièmement, il faut utiliser un matériel de protection, utilisation de serviettes, etc., dépourvu de produits chimiques comme les lingettes, qui contiennent des tonnes. Et dernier élément, essayer d'aérer l'appartement pour... Voilà, ce sont les 10 commandements. Ça, c'est très concret. Oui, monsieur. Voilà les 10 commandements de la femme enceinte. Question essentielle. Nous avons des moyens. Malheureusement, ils coûtent horriblement cher. La mesure d'un pesticide dans le sang coûte 500 €. Dans un cheveu, c'est 600 €. Donc oui, il y a des méthodes. Un seul pesticide. Un seul, bien sûr. Il y en a plusieurs centaines. Il y en a centaines. Non, mais enfin, ce sont des packages, des familles. Donc oui, on a des outils. Il faut. Et c'est là le rôle des médecins. C'est le rôle des citoyens, relayer l'info auprès des décideurs et des responsables institutionnels. Il faut que la Sécu, comme elle est capable de prendre en charge la cirrhose d'un ivrogne, eh bien, elle prenne en charge les conséquences de son inertie. Pas de prévention, on paie les conséquences. Je l'ai dit, ça a été évalué. Des millions d'euros, des milliards d'euros sont attribués aux conséquences de la pollution. Pourquoi ne pas la prévenir ? Nous sommes en train de réaliser un travail, parce que j'ai été le premier en France, voire même en Europe, à dénoncer l'explosion des pubertés précoces chez la fille. Puberté précoce, c'est la fille qui développe ses seins
pas avant 10 ans, à 8 ans. À 7 ans ou à 8 ans. J'étais le premier. Et à l'époque, j'avais dénoncé, parce qu'en clinique, dans mon service, on voyait de plus en plus de petites filles qui venaient. Et là où le problème est préoccupant, c'est qu'on sait maintenant qu'une avance pubertaire va être génératrice de conséquences dramatiques pour cette petite fille et pour cette femme de demain. Problèmes médicaux, risque d'obésité, problèmes psychologiques, problèmes sociaux. Ce sont des filles qui auront des comportements, au-delà du malaise, mais des comportements de délinquance. Problèmes de grossesse chez l'ado, quand elles entrent en puberté, elles sont à risque. Et problèmes de délinquance importants, on sait que les petites filles qui entrent en puberté sont des délinquantes en puissance. Alors, et j'ajoute, monsieur, la publication va sortir, et j'ajoute ce que j'avais dénoncé en 2002 dans une interview à Libé, l'hypersexualisation de la société. Car la société s'est emparée de ces phénomènes de précocité pubertaire en utilisant les petites filles comme des véhicules de la mode. Vous avez des petites filles de 6-7 ans, vous achetez le Figaro mode, et vous verrez des petites filles de 6 ans qui sont de véritables bombes parce qu'on les rend adultes et on utilise cette avance pubertaire pour vendre des produits. Il y avait eu Vogue International avait utilisé une petite fille dans une pose très lascive qui avait 9 ans, qui avait fait lever le bouclier des psychologues américains, qui avait fait interdire la publication de Vogue. Petite fille de 8 ans, allongée, dans une tenue hyper sexy. Écoutez, allez sur Internet, regardez Vogue, puberté précoce. Voilà. Donc, moi j'ai des petites filles, monsieur, qui viennent au CHU voir le professeur, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas l'interne, et qui viennent en string, à 5 ans, 6 ans. J'ai des petites filles qui viennent avec des push-ups pour augmenter le volume de la poitrine. Et les parents sont complaisants, pire. Donc, combien de petites filles je vois aujourd'hui avec du rouge à 5 ans? Eh bien alors, monsieur, c'est quoi? On sexualise, on hypersexualise les petites filles. Et ça, c'est à l'origine, c'est une imprégnation par les perturbateurs endocriniens qui fait que ces petites filles rentrent en puberté plus tôt, elles font des pubertés précoces, et j'ai un travail qui va sortir dans les mois qui viennent, qui montre que dans 80% des cas, cette puberté s'inscrit dans un contexte environnemental à risque. Je vais tenter de répondre. La première, c'est que la santé publique a vu son rendement et son efficacité s'améliorer grâce à la vaccination. Deuxièmement, il y a eu il y a quelques mois une adolescente porteuse de rougeole qui est morte en Italie. Troisièmement, oui, rougeole. Troisièmement, il y a une épidémie de rougeole actuellement, avec tous les impacts, et notamment le poumon rougeoleux, qui est loin d'être bénin, qui fait que si nous continuons, nous allons avoir une recrudescence des maladies infectieuses, si nous continuons à respecter ou à nous engager dans une, je ne vais pas dire une réticence, mais une hésitation à la vaccination. Bon, attendez. Voilà. Donc, oui, il faut vacciner. Question opposée, quels sont les risques? Alors, j'ai suffisamment insisté tout à l'heure pour vous montrer que la contamination n'avait de sens que si elle commençait dans la vie fétale et si elle était répétitive, c'est ce qu'on appelle l'exposome, tout au long de la vie. Or, à ma connaissance, la vaccination, c'est une injection. Vous allez donc injecter une concentration que j'ignore, d'aluminium. Oui, enfin, 2 injections à 1 an de différence, à 1 an d'intervalle. On ne peut pas dire que ce soit une contamination. Si on voit l'ornithogramme des vaccinations... oui, monsieur, mais enfin, c'est une contamination lambda. Je vous signale que si vous êtes dans une poussette et qu'une voiture démarre devant la poussette, c'est l'équivalent, c'est un flash de perturbateurs endocriniens qui doit être, à mon sens, équivalent à 10 fois l'injection
d'un perturbateur comme l'aluminium ou le zinc ou d'autres métaux lourds que vous évoquez. Donc il faut relativiser les risques. Deuxièmement, j'attends qu'on me montre, au lieu de galvauder des idées qui n'ont jamais été... Vous avez remarqué que tout ce que je vous ai dit était fondé sur des preuves. Absolument. Tout. Il n'y a pas une hypothèse de travail. Il y a l'analyse de près de 100 publications. Oui, non. Donc vous ne pouvez pas me mettre en difficulté. Bon, moi, c'est mon rôle maintenant de vous dire, prouvez-moi par des données expérimentales fiables que l'alu, le zinc ou les autres, le mercure, ont un impact sur l'équilibre immunologique ou endocrinien de l'enfant. Prouvez-le-moi. C'est tout. Je demande au consentement. Écoutez, monsieur, on peut maintenant évaluer les conséquences. Vous l'avez compris, même chez l'animal. Je vous signale que l'action du système nerveux chez l'enfant, qui est maintenant actée, eh bien, elle relève d'expérimentation chez le tétard. Et quand, il y a une dizaine d'années, on nous disait « mais la grenouille devient débile », personne n'y a cru. On a dit « mais on ne peut pas comparer un tétard avec un fœtus ». Bon, eh bien, les mêmes conséquences observées chez le tétard sont maintenant rapportées chez le nouveau-né. Conséquence des perturbateurs endocriniens sur le cerveau, sur le développement intellectuel, sur le développement neuronal, sur l'interaction neuronale. Et ce qui avait été rapporté chez le tétard est maintenant extrapolé et prouvé chez l'homme. Bon, prouvez-moi chez n'importe quel animal, chez le macaque, c'est quand même si je ne suis pas très favorable à l'expérimentation chez les primates, mais prouvez-moi que les concentrations, non pas itératives, mais isolées, ont un impact sur un mécanisme donné. Prouvez-le-moi. Et là, je changerai mon avis.